Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'accueillir. Donc, Isabelle Fayolle, journaliste indépendante, ravie de vous retrouver ici, ou plutôt de vous trouver parce que je suis contente de co-animer Ruralytique 16e édition avec Sébastien, qui n'arrête pas, qui est un marathonien de l'animation. Je voudrais tout de suite demander à Cyril Luneau, directeur des relations avec les collectivités locales d'Orange, de me rejoindre. Lionel Recorbet, président de XP Fibre. Bonjour. Et Hélène Djehaïch, vous êtes directrice générale d'Altitude Infra. Alors, je vais devoir aller un peu plus vite que prévu parce qu'on a pris un peu de retard. Bonjour, installez-vous. Bonjour, bienvenue. Alors, on va tout de suite, sans transition, passer sur le sujet du point où on en est sur les réseaux d'initiatives publiques en ruralité. Alors, vous avez vu tout au cours des échanges de cette première partie d'événements, on a beaucoup parlé de la connexion, de l'extension du réseau très haut débit en France. Et là, tout de suite, on va faire un point avec trois acteurs majeurs du secteur. Alors, on va commencer par vous, Cyril Luneau. Vous êtes donc directeur des relations avec les collectivités locales, du groupe Orange. Et vous allez nous parler de l'avancement des RIP d'Orange en donnant un détail un peu plus fourni sur le RIP Auvergne. Il y a des gens qui ne mettent pas leurs photos sur LinkedIn, donc c'est pas toujours facile. Hein. Non, la photo est peut-être un peu ancienne. Je vous ai pas reconnu, c'est à cause du confinement. C'est ça. Et la photo est sans masque, donc normalement ça va. Mais alors, non, mais j'avais le masque. Oui, ça doit être ça. Alors, juste pour commencer, et puis comme je voulais non pas contredire, mais corriger ce qu'a dit Étienne Dugas, je veux le faire devant lui, évidemment. Donc, en fait, Étienne expliquait que c'était l'année 2021, c'était vraiment l'année des prises en zone rurale versus les zones moyennement denses. Eh bien, en fait, je vais renforcer ce que tu dis, parce que finalement, vous savez que quand on fait des zones moyennement denses, eh bien, dans les zones moyennement denses, il y a un peu de tout. Et on a commencé par ce qui était très dense, ensuite par ce qui était moyennement dense, et ce qui nous reste à faire, finalement, c'est les zones rurales de ces zones moyennement denses, finalement. Et donc, ce qui fait que, Étienne, c'est pas 3,4 ou 3,6, je sais si 3,6, mais c'est presque, évidemment, 5,4 millions de prises qui vont être faites sur ces zones qui sont quasi rurales. Voilà, donc finalement ça renforce ce que tu disais, mais c'était juste pour la petite boutade. En fait, chez Orange, donc sur les RIP, pour rappel, on a 24 RIP, 24 réseaux d'initiatives publiques et qui représentent 4,5 millions de prises, donc un gros challenge à résoudre. Et aujourd'hui, on a fait à peu près 1,6 million de prises, donc il nous en reste beaucoup à faire. Et au niveau de la production, je vais finalement venir confirmer ce qui a été dit d'une manière générale, c'est que évidemment les choses avancent très très bien dans la mesure où on est à peu près sur une moyenne de 70 000 prises par mois en réalisation sur l'ensemble de ce périmètre. Donc ça c'est sur la production et ça ne fait que s'amplifier. Donc on a les ressources qui permettent de le faire, j'en parlerai dans 30 secondes. Et puis sur la commercialisation, les choses se passent bien aussi puisqu'aujourd'hui on a 460 000 prises qui ont été commercialisées et l'ensemble des FAI sont présents sur le RIP. Voilà, donc globalement, tout ce qui avait pu être imaginé, espéré, envié, etc., eh bien, ça se réalise, y compris sur le Cantal, Monsieur le Président. Si on zoome par exemple sur votre département, Monsieur le Président, eh bien l'année dernière on vous annonçait qu'il y avait 55 villes qui étaient communes qui étaient commercialisées. Eh bien cette année c'est 113 sur les 166 non pas qui restent à faire, mais les 166 que nous avons à faire. Donc vous voyez, les choses avancent et que ce soit sur la zone RIP encore une fois et sur la zone AMI, on avance comme ce qui était prévu et donc voilà, les choses vont dans le bon sens. Alors ça s'appelle Auvergne Numérique, c'est ça? Auvergne Numérique, c'est le réseau d'initiatives publiques régionales. Absolument, absolument, absolument. D'ailleurs, ce RIP Auvergne, j'ai envie de faire un mauvais jeu de mots, mais il a une aura qui dépasse les frontières régionales. Voilà. Et donc c'est une référence nationale aujourd'hui et elle fonctionne vraiment très bien. On est très heureux d'être votre partenaire sur ce projet. Alors au niveau local, où en est le déploiement? Est-ce qu'on sait à peu près au niveau régional ou plus local
Vous avez C'est donné des chiffres, ce que j'ai donné, les quelques chiffres ouais. que je viens de donner ici. Ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'on a pris une décision il y a quelques mois de cela, de changer un peu la structure et de développer, de faire évoluer la structure sur les réseaux d'initiatives publiques en faisant finalement ce qu'on a appelé Orange Concession, et qui est quoi? C'est le fait de professionnaliser véritablement cette réalisation, se doter d'une équipe totalement dédiée, spécialisée, totalement autonome, beaucoup plus alignée par rapport à l'ensemble des contrats qu'on avait pu signer. Et puis c'est un métier en tant que tel. Et donc on a fait en sorte pour se donner aussi les capacités de notre ambition, eh bien, on a fait intervenir des nouveaux partenaires aux côtés d'Orange. Et donc, c'est ainsi qu'il y a un groupement avec emmené par la Caisse des dépôts, par CNP Assurance et EDF Invest, et qui a rejoint dans le cadre d'un consortium Orange à 50%. Donc c'est un c'est une co-construction, on va dire, co-construction, c'est un mot très à la mode. co-construction, ouais. Absolument, et un co-contrôle du projet. Et on a eu la chance d'avoir présenté l'ensemble de ce dispositif à l'ensemble de nos délégants, et qui ont approuvé tout récemment l'ensemble de ce changement et cette évolution. Donc on est très content que les collectivités aient bien compris le projet et qu'elles puissent l'accompagner. Et nous, on sera encore plus attentifs à continuer à développer, puisque c'est un projet de développement plus qu'un projet de purement construction auprès des collectivités. Voilà. Alors Cyril Luneau, on a quand même beaucoup d'élus locaux avec nous sur cet événement ici à Ruralitique. Les élus locaux, concrètement, comment ils peuvent soutenir l'accélération du très haut débit? On a parlé un peu de l'adressage dans des tables rondes précédentes. Est-ce que c'est un vrai sujet pour vous, l'adressage, et comment les élus peuvent s'impliquer davantage pour accélérer le déploiement? Alors, ce qui est remarquable, que ce soit au tout début comme dans la continuité des projets, on s'aperçoit que toutes les collectivités qui ont un véritable partenariat, on a parlé de partenariat gagnant-gagnant, etc., mais si on ne comprend pas que les réseaux d'initiatives publiques, ça n'est pas juste un contrat, mais c'est un partenariat, eh bien, on n'y arrive pas. Et pour autant, on a pu remarquer que toutes les collectivités qui étaient très présentes à nos côtés sur ces projets-là, eh bien, les projets marchaient encore mieux. Pourquoi? Parce que finalement, la collectivité, elle s'approprie son projet, elle s'approprie le réseau, elle s'approprie aussi le soin de communiquer. Elle n'a pas peur de communiquer sur des avancées, des retards, etc., parce qu'elle comprend le projet en lui-même. Et ce qui fait que, qui mieux que la collectivité connaît son territoire et peut nous conseiller pour aller plus vite, mieux, etc. Donc tous ces projets-là, finalement, on s'est aperçu que plus on avait un lien fort et étroit avec notre partenaire, plus ça avançait. Et c'est le cas ici, je peux le confirmer, en Auvergne, puisque à la fois c'est une construction qui est avec une régie au niveau de l'Auvergne, mais également un travail très étroit avec l'ensemble des départements et des collectivités qui connaissent par cœur leur projet. Il y a une communication qui a été faite d'une manière très conséquente localement, et ce qui fait que ça fonctionne bien. Alors, je vais accélérer un peu, je suis désolée, mais on va y aller franco. Hein, Dernier aller point, droit au but. Alors non, j'ai encore une ou deux questions pour vous, aussi. Notamment, puisque c'est le sujet de cette année, au niveau des perspectives en termes d'emploi et de formation. D'après la Fédération des RIP, ce serait 10 000 nouveaux emplois. Vous, chez Orange, quels sont les métiers, quelles sont les qualifications nécessaires pour ce nouveau job? D'accord. Alors, on a recensé à peu près 350 entreprises qui travaillent pour Orange dans le cadre de ces 24 réseaux d'initiatives publiques, à peu près 350. Et on estime qu'il y a à peu près 4500 personnes qui travaillent directement ou indirectement sur la partie déploiement, et à peu près 1500 sur la partie exploitation. Ces chiffres, ils sont pas tout à fait, je ne sais pas s'ils sont tout à fait exacts, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc, bon. Et aujourd'hui, côté Orange, c'est plus de 500 collaborateurs qui travaillent sur ces projets-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est sur l'insertion professionnelle. On a pris un engagement de 1,6 million d'heures d'insertion socio-professionnelle, et dont 250 000 heures de formation. C'est 750 personnes qui ont déjà été recrutées en insertion, dont
260 jeunes. Je suis désolé, c'est beaucoup de chiffres, Oui. mais ça montre. Ouais, alors je vais arrêter là. Mais globalement, et ça n'a été possible. Là encore, vous parlez de partenariat avec les collectivités, mais ça a été possible que parce que justement les collectivités qui ont l'habitude de travailler avec ces agences de formation, ces agences d'insertion, etc., eh bien, nous ont accompagnés et ça marche vraiment très très bien. Donc voilà, les grands messages sont là. C'est que oui, on avait pris des engagements, on va au-delà des engagements qu'on avait pu prendre contractuellement. Oui, l'insertion fonctionne, y compris locale, et ça fonctionne encore mieux quand les collectivités, quand le partenariat fonctionne bien. Voilà. Merci beaucoup Cyril Guimau d'avoir contracté un peu tout ça, compacté tout ça. Alors Lionel Recorbet, président de XP Fibre. Alors vous, en 2019, donc SFR FTTH fait l'acquisition de Covage et devient donc XP Fibre, le plus gros opérateur d'infrastructure français en nombre. Je crois que c'est 40, c'est ça ? 40 RIP, oui. 40, voilà. 7 millions de prises FTTH. Bon, première question, quel est l'état du déploiement actuellement ? Alors l'état du déploiement va bien, effectivement. Aujourd'hui, et d'abord, avant de commencer, je souhaite remercier Sébastien pour cette nouvelle édition de Rural Tip, parce que c'est vraiment un événement qui nous permet de faire un état des lieux de nos déploiements sur le territoire national. C'est aussi un événement qui nous permet de faire un état des lieux dans les zones moyennement denses et les zones les plus rurales, et on l'a vu avec l'extinction du cuivre qui s'annonce demain, mais le cuivre aujourd'hui ne permet pas d'avoir du très haut débit, et l'attente est très forte depuis le confinement, on l'a vu. Et donc, l'attente autour du déploiement est très très forte. Et c'est vrai qu'avec l'intégration de Covage, alors l'intégration, c'est toujours encore, on a dû céder une partie des réseaux. Cette opération va bientôt, j'espère, se finaliser, enfin on l'espère tous, n'est-ce pas ? Mais voilà, on va pouvoir aujourd'hui construire le nouvel XP Fibre qui lui déploie de la prise, 7 millions de prises à déployer, à exploiter, à la fois sur les zones AMI, à la fois sur les zones AMEL et à la fois sur les zones de délégation de services publics. Et c'est vraiment la raison d'être de la société, puisqu'on ne fait que ça, on ne fait que déployer de la fibre, on ne fait qu'exploiter de la fibre, que la commercialiser. Alors, où en sommes-nous ? Aujourd'hui, on a déployé, à l'heure actuelle, 4,5 millions de logements sur les 7 millions, c'est-à-dire un peu plus de 60%, avec un vrai déséquilibre puisqu'il y avait des engagements sur la zone AMI. On a aujourd'hui près de 95% de la zone AMI qui est couverte, notre zone AMI. Sur la région, on a une seule commune, c'est Rion, qui est couverte à 98%. Donc on a un déploiement qui est quasiment finalisé sur ces zones AMI. Et c'est vrai que 2021, c'est la vraie bascule, et on l'a vu également dans les chiffres qu'a présenté Étienne, où les réseaux d'initiative publique, les zones AMEL sont déployés, et donc l'ensemble de nos déploiements sont en train de s'opérer aujourd'hui sur les zones AMEL et sur les délégations de services publics. Alors qu'est-ce que ça signifie tout ça en termes de commercialisation ? Alors, en termes de performance de vente, comment vous... On ne construit pas des réseaux pour construire des réseaux, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est effectivement de mettre en œuvre des réseaux d'infrastructures pour pouvoir les commercialiser et faire en sorte que les habitants, les entreprises aient accès au très haut débit. Et aujourd'hui, on est sur une commercialisation de l'ordre de 1,5 million de clients qui ont été raccordés. Alors, c'est extrêmement important de comprendre, et on l'a souligné, et François Lyon l'a rappelé tout à l'heure dans son intervention, le raccordement d'un abonné, c'est l'étape entre le raccordable et le raccordé. Et tout ça, ça nécessite et ça mobilise énormément de collaborateurs, puisque un raccordement, c'est une intervention de technicien. Quand ça se passe bien, généralement, on fait une, deux, voire 3 interventions de techniciens pour avoir un raccordement réalisé. Et c'est vrai que dans ces opérations-là, aujourd'hui, sur le réseau XP Fibre, on fait à peu près 60 000 raccordements par mois. 60 000 raccordements par mois, ça veut dire 60 000 interventions minimum de techniciens. Un technicien, c'est à peu près 3 interventions par jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire les raccordements, alors que ce soit des raccordements qui soient réalisés en mode OI, donc c'est réalisé par le groupe XP Fibre, ou principalement par les opérateurs, puisque c'est la grande majorité des raccordements en mode stock, le fameux mode stock dont on parle tant. En gros, c'est 1000 techniciens qui interviennent en permanence, mensuellement sur nos réseaux. Et donc, on a besoin de ces 1000 techniciens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, en termes d'emplois locaux, est-ce que ça veut dire que ça recrute sur les postes de techniciens, voire sur d'autres métiers ? Alors, ça recrute sur les postes de techniciens. Il y a
une réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie carence de techniciens sur le monde du raccordement. Il y a une vraie carence de techniciens sur le monde du raccordement. Et comme l'a dit Cyril, nos délégations de services publics, principalement, ont des clauses sociales, des clauses d'insertion, des clauses de formation qui permettent de former de nouveaux collaborateurs qui seront principalement embauchés par des sous-traitants. Alors, ce sont des emplois qui sont locaux. Parce que quand on parle de 1000 techniciens, les raccordements, vous ne faites pas 500, 600 km pour aller faire un raccordement. Oui, on ne raccorde pas en télétravail, il faut qu'on soit sur le territoire. Pas en télétravail. Oui, évidemment. Il faut qu'on soit présent sur le territoire. Et donc, ces formations qui sont réalisées, ces programmes d'insertion qui sont réalisés avec les collectivités et en partenariat notamment avec les collectivités, font qu'on va créer de l'emploi local. Ce sont souvent des petites structures qui vont comporter 1, 2, 10 techniciens de raccordement qui vont se déployer et se mailler sur l'ensemble du territoire pour pouvoir raccorder les abonnés. Et en gros, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est au travers ces programmes d'insertion et de formation qui existent dans les délégations de services publics, c'est former des nouveaux collaborateurs à des nouveaux métiers. Des métiers de câbleurs, des métiers de raccordeurs. Je vais vous donner quelques exemples. Sur le Gard, par exemple, on a d'ores et déjà réalisé 83 000 heures d'insertion et de formation avec des parcours de formation organisés avec Pôle emploi. Parce que c'est un vrai partenariat. Pôle emploi et le Greta. Mais quand on regarde, c'est 14 stagiaires qui ont été formés sur des formations de 300 heures. Sur le Loiret, c'est 12 personnes formées, plus le financement du plateau technique du Greta. Puisque forcément, pour pouvoir former les collaborateurs, on a besoin de plateaux techniques. Oui, pour s'entraîner et mettre les mains dans le... Exactement, exactement. Et donc, toutes ces opérations-là ont lieu sur l'ensemble de nos délégations de services publics. On a formé 41 personnes sur le Tarn, on en est à 259 sur la Corse. Et sur la région, alors, le réseau que l'on a, c'est le réseau de l'Isère, en partenariat avec la CCI, avec l'IMT de Grenoble, avec le GIEC BTP et le Greta. On a eu 4 sessions de formation qui ont d'ores et déjà formé une quarantaine de personnes sur la formation. Alors, c'est un vrai... Et c'est vraiment le fruit d'un travail en commun entre les collectivités. Cyril, tu l'as dit, mais c'est une réalité, c'est le fruit d'un travail en commun avec les collectivités locales, mais également avec les organismes de formation, l'AFPA avec le Greta, mais aussi avec des structures d'insertion. Je pense aux plombiers du numérique, typiquement avec qui on a travaillé pour mettre en œuvre ces formations, avec le SMV de Moselle, donc le service militaire volontaire, où là, on a également former des gens au nouveau câblage, au câblage et au raccordement. Alors, quand on regarde, on forme des gens, c'est jamais suffisant. On a toujours besoin de plus de collaborateurs. Pour autant, les gens qu'on forme, in fine, on ne les retrouve pas forcément dans la filière. Ah, parce qu'il y en a qui font cette formation, qui travaillent quelques mois et qui ensuite font autre chose. Parce ce sont des métiers complexes. Ce sont des métiers complexes, ce sont des métiers où il faut être tous les jours sur le terrain, il faut être en extérieur, c'est des métiers compliqués. Donc on a besoin en permanence de former des gens, on a une rotation. Et il y a un turnover élevé dans ces métiers-là. Complètement. Et l'ensemble de nos sous-traitants ont un turnover qui est relativement très important sur le territoire national. Mais pour autant, ce qu'il faut retenir, c'est que au travers de ces sessions de formation, ces sessions d'insertion, quelque part, on remet des gens dans l'emploi. Puisque c'est une première étape, ça remobilise, où on remet des gens dans l'emploi, et in fine, quelque part, ils ont retrouvé un travail, et puis après, ils ont rebondi. Et donc c'est comme un tremplin peut-être pour aller vers autre chose. C'est un vrai tremplin pour aller vers autre chose. Voilà. Donc, on a un rôle social très fort dans les délégations de services publics. C'est grâce au contrat de partenariat public-privé qu'on a signé avec les collectivités. On retrouve des collaborateurs sur le terrain, c'est très bien, mais on retrouve des collaborateurs ailleurs, et c'est très bien aussi. Merci beaucoup pour votre témoignage, Lionel. Ilem Djaïch, à vous les studios. Donc, vous êtes directrice générale d'Altitude Infra. Donc, Altitude Infra, spécialiste du déploiement, d'exploitation, de la commercialisation des réseaux fibre optique. Vous êtes le premier opérateur d'infrastructures indépendant avec 22% de part de marché. Vous étiez 5 au départ, je crois. C'est ça. Et là, maintenant, il y a 750 collaborateurs. C'est fou, hein. Donc, petite start-up deviendra grande. Donc, il y a 3 milliards d'investissements et vous êtes présent dans 25 départements. Vous connaissez évidemment tous les 3 puisque vous êtes 3 acteurs majeurs. 4 millions de prises fibres pour 10 millions à terme. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut dire que vous faites
B2B2C, du business to business to customer. Alors, je vais faire comme Lionel, je vais vraiment remercier, pour commencer, Isabelle, si vous me le permettez, les organisateurs. Moi, c'est ma rentrée aujourd'hui et je vais vous dire, je vais vraiment remercier l'ensemble des organisateurs, Sébastien Côte, mais je vois qu'il y a toute une équipe Rurality qui a été montée pour 2021 comme l'année dernière. C'est un vrai plaisir de faire une rentrée numérique dans le Cantal. Vrai plaisir de parler de notre métier en zone rurale avec l'ensemble des acteurs politiques, des acteurs industriels et de tous les acteurs de manière générale. Voilà, donc un vrai plaisir d'être là. Et pour répondre à votre question, alors B2B, 2B2C, 2B2B. En fait, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est opérateur d'opérateurs. Nous, on vend à des opérateurs qui vendent eux-mêmes à des entreprises et à des particuliers. Donc, c'est pour ça qu'on se dit opérateur indépendant, pas opérateur. Mais vous disiez opérateur de gros. Mais opérateur de gros aussi. Oui. Mon président aime dire les Rungis et Télécom. Alors, Ilham Djehaïch, l'actualité d'Altitude Infra, en termes de le bilan, en termes de nombre de prises, nombre d'abonnés, où vous en êtes? Alors, la première actualité, comme on a parlé de l'accès à la fibre, j'ai envie de le donner en quelques chiffres sur le déploiement de la fibre optique en France. Nous, on est sur 25 départements, 19 RIP, donc on est en zone rurale. Et je regardais des chiffres tout à l'heure, on les connaît, mais il y a 3,6 millions de prises qui sont déployées en 2021 dans les RIP. Côté Sud Infrastructure, donc notre actualité, c'est 800 000 prises, ce qui correspond, on va revenir à la part de marché, à 22%. Et puis la dynamique, on prépare la dynamique de 2022, puisque en 2022, j'ai vu 3,2 millions, je crois, sur les RIP. Nous, on déploiera 1 million de prises sur les 3,2 millions, donc quand même 31% des prises qui seront produites en 2022. Donc une actualité, premièrement, déployer la fibre, respecter nos engagements avec nos collectivités locales que je salue, parce que les prises que je donne, elles sont construites à la fois par Attitude Infrastructure, mais par nos DSP, nos délégants qui sont en affermage et les collectivités qui construisent eux-mêmes leurs prises. Donc voilà, un grand bravo aux collectivités locales qui se sont vraiment investies cette année et qui s'investissent jour après jour pour déployer et amener la fibre à l'ensemble des administrés dans les territoires. Deuxième aussi, le basculement du DSL vers la fibre, c'est-à-dire qu'on a une vraie dynamique pour amener à ce que les administrés, les citoyens et les entreprises, et on le voit avec le Covid, s'abonnent plus à la fibre. On a dépassé les 500 000 abonnés. Ça, c'est vraiment aussi une actualité importante pour nous. Donc, on est en plein dans la dynamique, traduite dans le rapport de l'ARCEP du premier trimestre qui disait qu'on a plus d'abonnés fibre que d'abonnés DSL aujourd'hui. La deuxième actualité, elle se traduit aussi pour nous et pour l'ensemble des collectivités locales sur notre volonté d'investir dans nos territoires. Vous avez fait une levée de fonds, c'est ça? Voilà, on a levé, effectivement, plus de 500 millions depuis près d'un an côté ITHD, et c'est finalement pour plus investir dans nos territoires et pour que nos collectivités locales, finalement, elles versent moins de subventions publiques. Donc, la dernière convention qu'on a signée sur le département du Jura, la collectivité verse 0 € de subventions publiques. Donc ça, c'est aussi au bénéfice des territoires. Troisième actualité, c'est notre volonté de nous engager sur le marché du B2B, sur le marché du wholesale B2B. On a très peu parlé directement, même si c'était implicitement dit. Mais notre volonté, elle s'est vraiment traduite de par le rachat de COSC, qui est un opérateur wholesale important en France, racheté en 2020. Et puis, comme l'a émis on va dire subtilement ou pas, par Lionel, la reprise des réseaux Covage et principalement des réseaux FTTO, dont on attend que ça se fasse. On jugera de la subtilité de Lionel après cette table ronde, si vous voulez. Donc voilà, donc l'actualité, c'est vraiment qu'Altitude Infra fait un autre virage aussi important, qui est aussi dans son ADN, ceux qui connaissent Altitude Infra dans les années 2000, un engagement fort sur le marché wholesale B2B au service des entreprises, avec COSC qui est là pour assurer une couverture nationale, propose une offre de services fiable et de qualité pour l'ensemble des opérateurs. Alors par rapport à notre sujet ici à Ruralitique, quelle est la spécificité dans les zones rurales? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, j'avais envie de décliner en 3 points. Le premier point, on va faire court, je vous assure qu'on va faire très court, déployer. Donc là, on a parlé de l'accès à la fibre. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur l'importance de la lutte contre la désertification des zones rurales, même si aujourd'hui beaucoup de personnes en zone urbaine arrivent en zone rurale, et le besoin de déployer. Donc je l'ai dit en premier volet, mais
Le fait de déployer vite, dans un délai le plus rapide, là on voit la France est le pays qui déploie le plus vite en Europe, ça nous amène à utiliser les infrastructures existantes, mais aussi à planter des poteaux. On est en zone rurale, donc on en entend beaucoup parler, c'est important. On le fait aussi pour déployer vite dans les conditions, en concertation avec les collectivités locales et en concertation avec les élus. Le deuxième enjeu, c'est assurer la qualité et la pérennité de nos réseaux qu'on construit aujourd'hui en zone rurale. Aujourd'hui, c'est vrai que la qualité des réseaux elle est dépendante de toute la chaîne. Aujourd'hui, nous, on déploie des réseaux. Mais la particularité française, c'est que nos clients, eux, raccordent et interviennent sur nos réseaux. Et aujourd'hui, la qualité de réseau, elle dépend de chaque acteur, nous, nos clients opérateurs et les sous-traitants. Et à ce titre-là, on a œuvré collectivement pour signer un contrat qui s'appelle le contrat Stock B2. Mais aujourd'hui, on a l'enjeu qui soit efficace et pour lequel on doit avoir un certain nombre de succès. L'une des clés, il y en a plusieurs, je ne vais pas revenir, mais une des clés, le message que je voudrais donner, c'est que l'ensemble des opérateurs mettent en place le CRI asynchrone. Alors c'est quoi? C'est de pouvoir prendre des photos avant-après qui nous permettent, nous, en tant qu'opérateurs d'infrastructure et nos délégants, de pouvoir assurer le contrôle avant et après du réseau et des raccordements, et donc de pouvoir exploiter ces photos. On a mis en place une intelligence artificielle pour les exploiter en live et après l'audit. Donc ça veut dire que c'est comme une base de données images et que ces photos, elles permettent de gagner beaucoup de temps. Exactement, et c'est une vraie valeur ajoutée du contrat Stock B2 qu'on a mis en place collectivement. Donc ça, c'est un point important qui est en train de se mettre en place et pour lequel c'est le point que je voulais, au-delà de ce qui a été dit, je voulais mettre en avant. Et puis enfin, la digitalisation des entreprises. Assez rapidement, je voulais vous donner juste 2 chiffres importants. Une entreprise qui s'engage dans une transformation digitale a 2 fois plus de chances d'être en croissance. Une entreprise qui met en place les bonnes pratiques digitales sera 3 fois plus profitable et grossira 4 fois plus. Alors qu'on est les champions européens du déploiement de la fibre, on est les champions européens du basculement du DSL vers la fibre. Aujourd'hui, nous sommes 14e à la Commission européenne, tous les pays européens, tous les 28. Nous sommes 14e, donc une place plutôt médiocre sur la digitalisation des entreprises. Donc on a un vrai enjeu, et c'est aussi un enjeu, bien évidemment, en zone rurale, pour que les entreprises s'implantent, restent dans le temps et se développent. Et donc à ce titre-là, aujourd'hui, voilà, on continue à s'engager, nous, j'ai dit tout à l'heure, avec COST. Donc on est en tête de liste sur le déploiement de la fibre par rapport à nos voisins européens. Exactement. Et en revanche, on est tout en bas du classement sur la digitalisation des PME. Donc il y a cette contradiction. En termes des nouveaux usages, et puis ensuite je vais vous demander de regagner vos places parce que je dois enchaîner, c'est la fin de la journée. Les nouveaux usages et des nouvelles pratiques numériques que les territoires peuvent déployer. Parce que les tuyaux, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai que j'ai bien aimé le terme qu'avait dit Cédric Pro, je crois que Cédric tout à l'heure. On a déployé, on a mis en place des réseaux, c'est un des points importants de l'attitude infra, la maîtrise du socle infra-réseau. Mais aujourd'hui, on va plus loin. On accompagne les politiques publiques numériques des territoires. Cédric O a lancé un appel sur ces politiques publiques numériques des territoires. Il y en a aujourd'hui. Nous, on travaille avec nos délégants, on travaille avec nos collectivités locales et elles ont mis en place des politiques publiques numériques des territoires. À ce titre-là, nous, on a mis un fonds de soutien du numérique qui nous permet de les accompagner dans leur politique numérique du territoire. Afin, avec des actions très concrètes. Alors, c'est 1 500 000 € par an qui sont alloués, sans contrepartie, qui sont alloués en cohérence avec la politique numérique du territoire local et sur plein de sujets. Je vais vous en donner juste quelques exemples. Dans le cadre de l'emploi, c'est le financement de plateau technique. Tout à l'heure, je vais en parler. Dans le cadre de l'inclusion numérique, Cédric O parlait de conseillers numériques. Eh bien, on a financé, en fait, côté Altitude Infra aussi, des conseillers numériques dans les Pyrénées-Orientales. Côté tourisme, on a accompagné le territoire de l'Aude pour la découverte des châteaux Qatar en réalité augmentée. J'ai vu qu'il y avait de la réalité augmentée tout à l'heure aussi en Cantal. Et puis enfin, l'équipement de maisons départementales du tourisme, donc des tablettes, des applis mobiles, justement pour faire découvrir le territoire. Et là, c'est en Haute-Garonne.
Donc ça, c'est très concret puisque c'est ancré sur les territoires et c'est des usages qui sont soutenus financièrement. Donc intéressant aussi Exactement. Pour les collectivités qui ne sont pas toujours très bien dotées. Exactement. Merci à tous les trois. Je trois. peux me permettre juste une petite conclusion d'une phrase. Je voudrais juste dire qu'on est dans le chantier du siècle. Et quand j'écoute Cyril, quand j'écoute Lionel et quand j'écoute l'ensemble des acteurs, finalement, chaque acteur a assuré, a mis une responsabilité sociétale qui va au-delà du déploiement du très haut débit. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup à tous les trois. Donc Cyril Luneau, Lionel Recorbet et Ilham Djahaouich. Merci de regagner vos places. J'appelle maintenant Gaël Serrandour, responsable du domaine infrastructure numérique de la Caisse des dépôts, à me rejoindre. Régis Banquet, est-ce que vous êtes là? Ça tombe bien. Bonjour Régis Banquet, donc vous êtes président de la commission infrastructure numérique de la FNCCR. Bonjour, installez-vous. Et vous êtes également président de Carcassonne Agglomération. Ça fait pas beau sur les photos. Alain Ril, est-ce que vous êtes là? Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes directeur territorial de Cantal Enedis. Gaël, dans le Cantal. Gaël Serrandour, c'est vous qui prenez la main. Alors, donc, vous êtes à la Caisse des dépôts, en charge des infrastructures numériques. On l'a évoqué tout à l'heure sur les échanges précédents. On a parlé infrastructure, on a parlé déploiement, formation, mais pas forcément de sécurité. Et c'est important la sécurisation des réseaux, que ce soit les sujets sur l'enfouissement, la protection des armoires de rue. Alors, quels sont les enjeux de cette sécurisation des réseaux, dont on ne parle pas tant ça finalement, dans l'ensemble des échanges? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai, Isabelle, vous avez raison, on n'en a pas forcément beaucoup parlé jusqu'à présent. Ceci étant, le ministre a quand même esquissé le sujet de la cybersécurité et c'est l'une des composantes de la sécurisation des réseaux ou des infrastructures en général. Et puis peut-être qu'au titre d'Enedis, vous reviendrez peut-être sur cet aspect. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, et les trois représentants des opérateurs d'infrastructure dans la table ronde précédente l'ont rappelé, il y a des déploiements massifs qui sont à l'œuvre, une commercialisation qui se passe très bien aussi. Et c'est vrai que quand on réfléchit, nous, côté Banque des Territoires, au futur, puisque Infranum l'a rappelé également, il faut aussi réfléchir aux étapes d'après, que seront les investissements des collectivités ou des opérateurs dans les années qui viennent. Alors, Infranum, et on les rejoint sur ce point, il y a le sujet des territoires connectés, des services aux citoyens, aux administrations, aux entreprises qu'il faut encourager et développer, c'est une chose. On reviendra d'ailleurs avec l'une de mes collègues, Rose, demain sur le sujet de l'éducation et de l'inclusion plus globalement, qui sont des sujets essentiels aussi en lien avec les infrastructures. Et c'est vrai qu'il y a une troisième composante, nous, qu'on voit émerger et monter en puissance pour les années qui viennent. C'est le sujet de la sécurisation ou de la résilience, si on veut englober un peu toutes ces dimensions. C'est vrai qu'on voit dans certains territoires, et c'est vrai qu'on est ici à Ruralytic, donc très tourné vers les territoires ruraux, on a beaucoup de déploiements dans les territoires ruraux qui sont en aérien, donc soit sur des appuis électriques, soit sur des appuis propriété d'Orange, et ce sont des éléments de fragilité. Et c'est vrai qu'on entend très régulièrement tous une tempête, et puis ces temps de foyers qui sont coupés d'électricité, et de plus en plus, on entend aussi, ils sont coupés d'électricité et d'Internet aujourd'hui. Donc ça devient ces deux services essentiels. Il faut qu'on s'attache à essayer d'apporter des réponses. Et nous, on est assez convaincus, côté Caisse des dépôts, qu'après le grand plan, finalement, France Très Haut Débit, qui a amené l'Internet et le très haut débit dans les territoires, et de manière la plus massive, tel que ça a été présenté tout à l'heure, on va avoir, dans les années qui viennent, un grand plan certainement de sécurisation. Ça passera certainement par de l'enfouissement de certains réseaux. Excusez-moi, tout à l'heure, vous parliez des événements naturels, mais est-ce qu'il y a du vandalisme aussi sur les armoires de rue? Pas tant que ça en zone rurale. Est-ce qu'il y a des gens qui s'amusent à abîmer
Alors, c'est vrai que on pourrait croire que le vandalisme est l'apanage des zones urbaines, mais c'est pas vrai. Il y a aussi des territoires ruraux où il y a aussi des armoires. Alors, elles peuvent être saccagées volontairement, soit aussi involontairement. Hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Voilà, il y en a partout. Mais donc, plus que le vandalisme, c'est aussi les phénomènes naturels et climatiques qui s'accélèrent et se déploient de plus en plus. Dans la vallée, Ardèche-Drôme, dans cette région, il y a aussi, il n'y a pas que le Mistral, il y a eu aussi des tremblements de terre. Dans les Alpes-Maritimes, on a connu aussi des réseaux qui ont été emportés malheureusement par le cyclone. Il y a un an de ça, j'évoquais ici à Ruralytique la création d'une société que l'on faisait sur l'île de Saint-Martin, donc aux Antilles du Nord, pour enfouir les réseaux suite à l'ouragan Irma. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ça n'est pas que du vandalisme, c'est aussi avoir des réseaux et investir pour faire en sorte qu'ils soient pérennes dans le temps. Ben, en tout cas, ce que on a annoncé d'ailleurs, donc petite parenthèse qu'on a annoncé l'année dernière, on le met en œuvre de manière très concrète puisque 12 mois après et après l'avis favorable du régulateur de l'ARCEP, on a publié notre offre d'accès et la société Tintamarre va passer ses premiers coups de pioche, comme on dit, et faire ses premières opérations d'enfouissement. Et pour nous, c'est le symbole de ce qui va sans doute aussi arriver en métropole et dans d'autres territoires d'outre-mer, parce que on va être dans cette nécessité d'avoir des réseaux électriques et télécoms qui sont vraiment sécurisés pour les années qui viennent. Alors Gaël Sérondour, vous insistez, enfin en tout cas quand on a préparé cette table ronde, sur la notion de réseau souverain. Pourquoi c'est fondamental pour vous? Alors, dans le prolongement de ce qu'a dit Cédrico tout à l'heure, en parlant de cybersécurité, et quand il a mentionné les attaques qui ont eu lieu sur les hôpitaux ou sur les collectivités territoriales elles-mêmes, on a là déjà une première brique, un premier élément lié à la souveraineté, c'est faire en sorte que ces infrastructures, ces plateformes, ces bases de données, ces ressources informatiques, elles soient intègres, elles soient protégées le plus possible par rapport à des attaques extérieures. Et donc, on a besoin d'avoir un certain nombre de ressources informatiques qui soient, à minima placées sur le sol national, mais aussi exploitées par des industriels et des partenaires qui soient fiables, qui soient compétents, qui soient experts. Voilà, ce sont toutes les dimensions qu'on peut mettre derrière la souveraineté et qui vont faire partie des enjeux des années qui viennent pour les acteurs publics et évidemment pour les acteurs privés, puisque même les grands noms du CAC 40 et les grandes entreprises françaises ne sont pas indemnes des attaques étrangères sur le sol national. Alors Gaël Sérondour, qu'est-ce qu'on a comme indicateur concret du côté de la Caisse des dépôts pour avoir un feedback, un retour sur la connectivité des zones rurales? Les entreprises des zones rurales, elles ont a priori plutôt augmenté leur connectivité depuis un an et demi. Qu'est-ce que vous avez comme élément chiffré et sectoriel sur la région, si possible? Alors nous, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes présents que dans la Loire et en Ardèche-Drôme, donc on n'a pas forcément une vigie et un point d'observation sur la totalité du territoire auvergnat à ce jour. Mais en tout cas, nous, notre portefeuille, les collectivités que l'on accompagne ou les projets dans lesquels on a investi aux côtés de nos partenaires industriels, ce sont des territoires ruraux. Donc, nous, ce qu'on a pu observer, et ça a été déjà un tout petit peu évoqué, mais on a vu une accélération en termes de déploiement et de connectivité. On était à un rythme à peu près de 19 000 déploiements par jour. On est passé à 27 000 au cours du premier trimestre 2021. Donc c'est assez phénoménal l'effort qui a eu lieu déjà l'année dernière, mais qui se poursuit en 2021. Donc ça, c'est des indicateurs très concrets sur ce qui se passe dans les territoires. Alors ça, c'est peut-être le côté très massification pour les usages grand public. Mais évidemment, il y a un enjeu, et Ilham, la directrice générale d'Altitude Infra, l'a mentionné tout à l'heure en évoquant les entreprises et les actions qu'Altitude a pris avec ces investissements pour favoriser la commercialisation, la digitalisation des entreprises, où effectivement le territoire français est plutôt à la peine.
Et puisque Régis Banquet est présent, je voudrais profiter de citer l'agglomération de Carcassonne, où on accompagne, puisque vous me demandez, Isabelle, des exemples très concrets, Oui, pour être ancré dans le réel, pour accompagner et accélérer justement cette connectivité des entreprises. Nous, on a fait le choix de financer des opérations pour accélérer le raccordement des entreprises dans les zones d'activité de l'agglomération de Carcassonne, qui, parmi tant d'autres en France, a besoin de voir arriver la fibre plus vite encore que les plans ne le prévoient dans les plans des opérateurs. Donc voilà, à titre d'illustration, ce qu'on peut aussi nous permettre de faire avec nos instruments financiers, nos ressources, faire en sorte que finalement la fibre, elle arrive encore plus vite que ce qui avait pu être annoncé ou ce qui avait pu être prévu. Parce qu'en effet, pour pouvoir faire en sorte que des PME souscrivent à des offres numériques, il faut que la fibre arrive le plus vite possible. Alors dans le bâtiment tertiaire, dans la zone d'activité, dans le quartier où sont les professionnels, les PME, les offices notariaux, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une priorité essentielle aussi, sur laquelle on essaie d'apporter notre contribution. Alors merci beaucoup Gaël Serrandour. En plus, vous m'avez fait une superbe transition vers vous, Régis Banquet. Donc vous êtes président de Carcassonne Agglomération. Mais sur cette table ronde, on va plutôt vous entendre avec votre casquette de président de la commission infrastructure numérique de la FNCCR. Alors, on voudrait que vous nous rappeliez un peu en France, donc, il y a des syndicats d'énergie dans le programme France THD, et on voudrait en savoir un peu plus sur la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a qui connaissent. Oui, donc, il y en a qui connaissent, mais comme ceux qui nous regardent en live sur Internet connaissent pas. Merci bien sûr pour l'invitation, pour que la FNCCR puisse se présenter tout ce qu'elle fait pour les collectivités et pour le déploiement de la fibre en particulier. Mais la FNCCR, c'est une longue histoire, c'est une vieille association qui est née en 1934, donc c'est pas d'aujourd'hui, et qui s'est fédérée autour des syndicats d'énergie. Alors vous avez cité que j'étais président de Carcassonne Agglo, comme d'autres élus, je cumule aussi, et je suis aussi président du syndicat d'énergie de l'Aude, c'est pour ça que j'ai des fonctions à la FNCCR. Et donc, entre autres, la FNCCR s'est créée autour des syndicats d'énergie pour bien travailler avec nos camarades d'Enedis à des rédactions de contrats de concession, de cahiers de charges, etc., de façon à ce que l'électrification en France se passe de la meilleure des façons, que l'aménagement du territoire soit vraiment très présent dans tous les déploiements et tous les travaux que faisait à l'époque EDF sur le territoire français et aujourd'hui Enedis. Et petit à petit, je dirais la FNCCR s'est ouverte à d'autres sujets, que ce soit l'eau, par exemple, que ce soit les déchets et bien sûr le numérique. Le numérique, c'est l'enjeu de demain et la FNCCR s'investit aujourd'hui pour bien apporter des savoir-faire techniques, apporter je dirais son expertise, apporter des mutualisations de moyens techniques pour que bien ces déploiements se fassent de la meilleure façon et apporter un conseil aux collectivités. Ce conseil, c'est par exemple aujourd'hui, nous avons des sujets avec Enedis sur les appuis communs, donc avec les calculs de charges, ça a été évoqué sur des tables rondes précédentes, etc. C'est des sujets très sensibles chez nos collègues d'Enedis. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est tous autour de la table, avec bien sûr Infranum, avec tous les partenaires qui participent au déploiement de la fibre optique et bien sûr avec Enedis, pour essayer de trouver les solutions pour simplifier, je dirais, ces calculs de charges et essayer de fluidifier et de faciliter le déploiement de la fibre sur nos territoires et en particulier les territoires ruraux qui sont concernés par ces appuis communs. Mais ça va aussi vers la cybersécurité, puisque dernièrement, la FNCCR a organisé des forums, des échanges sur la cybersécurité qui est un domaine sensible aussi, vous le disiez. Moi j'ai un collègue qui est président d'une agglo dans le nord de la France et il a mis 1 an après une attaque à reconstituer toute la base de données des ressources humaines de sa collectivité. 1 an pour reconstituer et donc pendant 1 an, par exemple, il fallait payer forfaitairement les agents parce qu'on n'avait pas leur déroulement de carrière, etc. Donc c'était assez compliqué. Et donc on voit que la cybersécurité aujourd'hui, ils ont investi bien entendu, des actions de prévention. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un sujet éminemment important pour les collectivités, mais aussi pour
toutes les entreprises, etc. Et Régis Banquier, c'est aussi excusez-moi, je vais de aller à même la question prévoir suivante. comment on pérennise nos réseaux. Alors, on va parler gros sous, parce que c'est quand même un sujet Gros important. sous. Oui, parce que ça coûte cher de déployer la fibre Oui. sur tout un pays. Alors, vous vous souvenez, il y avait ce fonds d'aménagement numérique des territoires dont on parlait il y a quelque temps, le FANT, donc FANT, issu de la loi Pinta votée en 2009. Et je crois que ce fonds avait pour but de financer le déploiement, mais finalement, il n'a pas été doté financièrement. Alors, est-ce que ce fonds est toujours d'actualité ou alors est-ce que d'autres sources de financement seraient à l'étude? C'est notre président, Xavier Pinta, Mmh. qui avait je dirais, initié cette loi pour que bien, ce fonds d'aménagement du territoire au niveau numérique puisse permettre de pérenniser le déploiement qui s'opère sur les territoires. Pérenniser, ça veut dire que bien, aujourd'hui, un réseau, il vit. Il faut l'entretenir, il faut le moderniser, il faudra le moderniser, il faudra aussi le déployer plus loin quand il y aura de nouveaux lotissements, de nouvelles habitations, de nouvelles entreprises. Et tout ça, eh bien, ce n'est pas prévu aujourd'hui dans l'investissement de départ. Aujourd'hui, on fait un investissement, mais demain, il faudra en faire d'autres. Et ces autres investissements, eh bien, personne n'en a prévu comment les financer. Et donc, c'est un combat qu'on mène depuis peut-être 12 ans, c'est pas d'aujourd'hui à la FNCSR, pour que, bien, il y ait un fonds. Alors, fonds, c'est un FANT, ça s'appelle FANT parce que la loi Pinta l'a appelé comme ça, mais surtout de mettre en place un fonds de péréquation nationale, un peu comme le FACÉ au niveau de l'électrification, qui permettent sur l'ensemble des territoires eh bien, de moderniser, d'étendre et de faire en sorte que eh bien, ces réseaux d'initiatives publiques, ces réseaux de fibre optique puissent continuer à vivre et puissent continuer à alimenter nos concitoyens. Est-ce que vous pensez que d'ici 2-3 ans, ça serait possible? Écoutez, c'est des discussions qu'on a avec l'État et avec le gouvernement, bien entendu. Aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour, je dirais, du calendrier gouvernemental, mais nous ne désespérons pas de faire en sorte que dans quelques années, eh bien, il y ait la mise en place d'un fonds qui nous permette bien d'alimenter, je dirais, cette pérennisation des réseaux. C'est pas grand-chose. Il n'est pas question pour nous de prélever sur les finances publiques une enveloppe ou autre. L'idée, c'est bien de faire participer l'ensemble des usagers, parti sur 75 centimes d'euros par mois pour chaque abonnement, ce qui permettrait d'avoir pratiquement 550 millions d'euros chaque année et qui permettrait d'avoir la capacité d'avoir une enveloppe de péréquation pour permettre à l'ensemble des territoires bien de moderniser, d'entretenir et de valoriser leur réseau de fibre optique. Alors Régis Banquier, pour finir, quelle est la vision plus globale de la Fédération en matière de développement et de déploiement du numérique? Alors, ça a été dit par le ministre, c'est vrai qu'on est tout à fait sur cette base et sur la même longueur d'onde que lui. C'est-à-dire que l'infrastructure, c'est quasiment presque du passé. Aujourd'hui, les projets sont partis, on est en train de déployer. Il faut penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est qu'est-ce qu'on fera circuler sur ces réseaux? Comment on va gérer cette circulation de données sur ces réseaux? Et à qui appartiendra cette donnée? Et donc, demain, je crois qu'un des sujets, un des combats que l'on mènera en particulier à la FNCSR, c'est cette souveraineté au niveau de la donnée. Il me semble que sur les données publiques, il faut mettre en place un service public de la donnée de façon à ce que cette donnée soit gratuite, soit utilisable par l'ensemble de nos concitoyens, mais soit, je dirais, stockée et gérée par un service public et non pas par des GAFAM ou autres grandes entreprises internationales qui pourraient se servir de ces données à d'autres fins que des fins, je dirais, d'intérêt général. Donc, la donnée, c'est un vrai sujet pour demain, et bien sûr, les usages, l'inclusion, etc., sur lesquels nous travaillons aussi. Mais nous travaillons aussi, et Patrick Chaise, qui est, je dirais, notre vice-président en charge du numérique, qui est sénateur, est en train de travailler sur une loi pour le numérique durable, de façon à ce que, eh bien, il y ait aussi une vision, je dirais, de développement durable à travers l'installation et le développement numérique dans notre société. Merci beaucoup pour votre intervention. Alain, donc, on m'a dit que je pouvais vous appeler Alain. Donc, parfait. C'est mon prénom. Appelez-moi Alain. Voilà.
Donc, vous êtes directeur d'Enedis ici sur le département du Cantal. Alors, qui construit et qui exploite les réseaux d'infrastructures publiques? Et puis surtout, quelle est la contribution d'Enedis au déploiement des RIP, en particulier ici sur le département? Bien, alors, bonjour à tous. Et merci encore une fois à l'organisation de Ruraléthique de nous inviter. C'est vrai que Enedis, c'est un peu le back-office de tout ce qui se passe, je dirais en France en tout cas, parce que dans le monde, c'est le réseau électrique, c'est le réseau qui alimente toutes les utilisations, en tout cas numériques, mais également lumière, son, chauffage souvent. Donc, mais on l'oublie. On a tellement l'habitude d'appuyer sur un interrupteur, de brancher un appareil, on oublie que derrière, il y a à peu près 36 000 collaborateurs qui travaillent pour que le réseau fonctionne 99,99% du temps dans l'année. Voilà. Il y a en moyenne à peu près 1 heure de coupure par client par an. Ça fait 1 heure sur 8760, 99,99% de continuité de service sur le réseau électrique. Donc, notre mission, Enedis, c'est une mission de service public. Vous savez que depuis 2007, il y a eu une séparation, je dirais, de la commercialisation et de la gestion du réseau dans le système français, et donc est devenu ERDF, puis ensuite Enedis, chargé de gérer, de construire, avec les collectivités locales aussi, les autorités d'organisation de la distribution d'électricité en zone rurale, donc de construire, de maintenir le réseau, de l'améliorer et de comptabiliser les consommations pour que les clients puissent être facturés, puisque chacun attend sa facture la plus juste possible. Voilà, donc je voudrais dire aussi avant tout que la ruralité pour le réseau électrique, c'est une vieille histoire. C'est vrai que Monsieur Banquet de la FNSR l'a rappelé, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, même avant même que n'existe l'entreprise nationale, en 1936, les collectivités ont compris que dans le monde rural, il fallait développer l'électricité pour développer l'économie et l'économie agricole aussi. Donc les campagnes ont été électrifiées entre les deux guerres grâce à ce fonds, je dirais, de mise en commun, notamment par les consommateurs qui existaient déjà dans le monde urbain, qui ont contribué à pouvoir développer le réseau dans le monde rural. Donc les défis pour le réseau, c'est le quotidien. On a des défis techniques. Vous l'avez rappelé, quand il y a des intempéries, on intervient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On entend parfois, effectivement, il reste tant de clients. Il faut savoir que quand la radio, la télévision s'en occupe, il y a déjà 90% des clients qui ont été rétablis, souvent, dans la journée ou dans l'heure qui suit les intempéries, grâce à des systèmes numériques, justement, de gestion du réseau, et qui fait qu'il en reste encore une bonne partie, quoi. C'est important de souligner ça parce qu'on retient toujours un peu les trains qui arrivent en retard et jamais ceux qui arrivent à l'heure. Donc, je comprends quelqu'un qui a une panne d'électricité râle. Cela dit, sur l'ensemble de vos interventions, voilà, l'efficacité à la fois des personnes, mais des systèmes numériques et des ouvrages qu'on met en œuvre permet effectivement de garder une très très bonne qualité de service. Donc, aujourd'hui, les défis techniques, il y a des défis financiers également, puisque il faut pouvoir gérer le réseau avec une contribution équitable, c'est la péréquation tarifaire sur le territoire français, qui est assurée par Enedis. Donc les clients, tout client électrique d'électricité paye sa contribution à l'acheminement de l'électricité. C'est facile à voir sur la facture. Donc pourquoi Enedis est impliqué effectivement en ruraléthique? Parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, nous avons un réseau en grande partie souterrain, mais encore aussi en partie aérien. Alors dans le Cantal, je ne connais pas la proportion nationale, mais grosso modo ça va être de l'ordre de 50% aérien, 50% souterrain. Dans le Cantal, on est un peu plus en aérien qu'en souterrain, vu la structure du terrain et vu l'évolution également historique. Il faut savoir que le Cantal, par exemple, c'est 10 000 km de réseau pour 144 000 habitants, alors que, par exemple, sur l'agglomération de Lyon, excusez-moi, je n'ai pas Carcassonne dans mes chiffres, mais il y a seulement 7 500 km pour 916 000 habitants. Vous voyez la densité beaucoup plus forte, et donc on reste encore effectivement sur des réseaux en grande partie aériens, mais qui sont renforcés et qui sont surtout dépannés très rapidement. Voilà. Alain, excusez-moi, je voudrais qu'on fasse un... Oui, ce réseau aérien, justement, permet, comme on l'a dit, d'une mise en commun des supports. Alors, ça va bien passer, voilà, à la diapositive suivante. On voit à peu près à quoi peut ressembler un support commun. Donc, c'est un poteau béton. Voilà. Je sais pas si le poteau béton. Et pas mal de fils qui sont accrochés dessus, dont évidemment le réseau électrique, le réseau d'éclairage public, qui est géré par les collectivités,
Alain, Du- vous avez un retour écran. et du réseau, de cuivre, souvent de téléphone, et maintenant du réseau fibre. Donc, c'est un véritable défi à la fois technique, financier, et là, c'est un défi politique d'une certaine manière, puisque on répond à une mission qui n'est pas notre mission première dans le cadre de la distribution d'électricité. Donc, on est tout à fait partant, nous, pour arriver à l'objectif donc que s'est fixé la France, à savoir en 2025 la totalité de la fibre. Et dès aujourd'hui, il y a des chiffres qui ont été avancés, c'est toujours difficile de justifier certains chiffres, mais en tout cas, nous, on avance que plus de 80% des supports aériens sont actuellement disponibles pour la fibre en l'état, que d'autres doivent être renforcés. Les charges sur le réseau, on peut discuter. Moi, je ne vais pas parler des 3% qui étaient évoqués avant. Ce sont des études qui ne sont pas forcément toutes, je dirais, probantes, mais en tout cas, l'Enedis, en tant que service public, fait un effort maximal à embaucher pas mal de salariés pour arriver à accompagner ce développement de la fibre, qui fait partie de notre mission, en tout cas, d'accompagnement des collectivités locales, notamment en zone rurale. Alors justement, c'était ma question suivante et la dernière, Oui, puisqu'on a pris beaucoup bien de sûr. retard, donc je suis désolée de vous presser comme ça. Vous verrez après quand on boira un verre ensemble, je suis très sympa, normalement, en dehors de la scène. Mais là, je suis un peu obligée de... en termes de recrutement, quels sont les besoins, quels sont les métiers, quelles sont les formations? On a vu tout à l'heure avec Gaël Serrandour qu'il y avait un fort turnover chez les personnes qui installent les câbles. Est-ce qu'il y a d'autres métiers, d'autres formations qui sont... Alors, sur Enedis, effectivement, c'est la gestion de réseau, donc essentiellement des électrotechniciens, d'accord, qui savent manipuler des ouvrages électriques, qui savent serrer des câbles, qui savent installer des transformateurs, etc. Mais de plus en plus aussi des métiers du numérique, puisqu'il faut savoir gérer tous les ouvrages qui sont automatisés, qui sont numérisés. Il faut savoir gérer les données. Demain, pour ceux qui sont intéressés, je vous présenterai l'Open Data d'Enedis, qui est un système ouvert qui permet de comprendre comment évolue le besoin en énergie en France, dans un département, dans les EPCI, dans les communes, Donc, et même sur des zones IRIS pour les grandes communes. Donc ça, c'est à disposition de tout le monde. Ce sont des salariés d'Enedis qui mettent ça en œuvre, qui mettent ça à disposition de tous les élus, mais de tous les citoyens français, même citoyens du monde. Donc on pourrait dire des techniciens et aussi des data scientists et aussi des data analystes. Exactement. Donc plusieurs types de métiers différents avec des niveaux de qualification différentes. Et pour terminer, je voudrais que vous nous disiez un mot sur ce partenariat d'Enedis. Je sais, je vais vite. Sur ce partenariat d'Enedis. Alors merci d'en parler parce que c'est un partenariat. Oui. Et le service civique. Exactement. C'est un partenariat aussi aux jeunes qui nous écoutent. Qui nous tient à cœur. Nous avons travaillé alors quelques mois ensemble. Alors, il se trouve que ça a démarré à Clermont-Ferrand, notamment dans l'optique de faciliter un peu la compréhension du nouveau compteur communicant, qui est un peu mal perçu, à tort d'ailleurs, mais on voit ce que ça donne aujourd'hui contre des opérations sanitaires. Aujourd'hui, l'avant c'était le compteur, parfois c'est la 5G. Il y a toujours des incompréhensions et je dirais des prises de position souvent non justifiées. Donc, il fallait qu'on aille un peu dans les zones populaires, on peut dire, défavorisées parfois, et on a effectivement mis en œuvre ce partenariat avec ces jeunes du service civique. Donc, on a commencé par leur expliquer en quoi consistait le nouveau comptage, comment on pouvait s'en servir, et ils ont fait des missions d'accompagnement pour des gens dans les quartiers moins favorisés, et arriver à expliquer comment on pouvait économiser de l'énergie, parce que c'est important pour les gens qui ont moins de ressources de ne pas en dépenser trop en énergie. Donc, ils nous ont accompagnés là-dessus et ils ont mis en avant, effectivement. Dans le Cantal, ça s'est mis quelques mois après. Malheureusement, il y aura une petite pause parce que la transition énergétique maintenant fait place à aussi d'autres sujets. Donc, dans le Cantal, on va travailler avec l'unicité, mais plus sur la transition énergétique, et on va continuer à sensibiliser les jeunes à la sécurité électrique et à d'autres sujets importants pour l'électricité. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention et votre sens de la concision, puisqu'il a fallu dire la même chose en 2 fois moins de temps, c'est pas toujours facile. Alors merci à tous les 3 de regagner vos places. Et maintenant, je vais demander à Alain Commier. Alain, vous êtes là? J'espère que vous êtes là, sinon c'est pas marrant. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Alors,
On va faire ça ici au desk. Oui, ça vous plaît mieux, le petit canapé. Installez-vous, je vous en prie. Alain Comely, donc vous êtes directeur des relations avec les collectivités de TDF. Bertille Fabre-Chauveau, chef de projet insertion d'Anjou numérique. Vous êtes ma voisine. Oui, Anjou Fibre. Je crois que vous êtes ma voisine en plus. C'est ça, c'est ça. Installez-vous, venez nous rejoindre. Jérôme Pinson, maire délégué d'Eschmiré. Alors, je vous laisse prendre le micro. Alain Comely, c'est vous qui commencez. Alors, TDF, donc, c'est un opérateur d'infrastructures neutre et ouvert qui accompagne les acteurs du numérique dans les enjeux stratégiques de connectivité. Alors, pour la diffusion de la radio, de la TNT, et la couverture très haut débit mobile, et bien sûr sur le déploiement de la fibre. C'est 2300 clients, un mix technologique unique et innovant, et également une proximité territoriale. Avec, je crois, vous êtes sur 19 000 sites, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Alors, en reprenant ces quelques chiffres, 2300 clients, je précise, c'est pas des clients fibre. Hein. Quand on parle de mix technologique et ce que l'on met en avant, ce sont ces diverses technologies. La TNT, pour ne pas l'oublier, l'audiovisuel, je devrais dire plus généralement, dont la télévision et la radio dont sont dépendants encore, allez, on va dire une 50% des foyers français. Le mobile pour lequel nous hébergeons sur tous les sites que vous indiquiez nos amis opérateurs. Et puis effectivement, notre troisième P, notre troisième métier maintenant, la fibre. Donc ce mix, c'est bien d'utiliser tous les moyens aujourd'hui pour couvrir la France en général et la ruralité en particulier en couverture numérique, que ce soit de la télévision, que ce soit effectivement des données de l'Internet. Alors, en quoi consiste au niveau local l'action de TDF ? Alors, nous avons une action, un antécédent, des précédents territoriaux de longue date, puisque justement cette diffusion et ces sites dans tous les territoires ont nécessité une présence de longue date, que ce soit dans les réseaux audiovisuels et maintenant sur nos sites qui sont utilisés pour accueillir les opérateurs de téléphonie. Donc présence territoriale forte pour accélérer dans le mouvement actuel la téléphonie mobile notamment. Nous construisons chaque année bon an mal an ces dernières années, malgré les difficultés, plus de 300 pylônes que nous mettons donc encore une fois à disposition, que ce soit dans le cadre du New Deal ou que ce soit dans le cadre volontariste des 4 grands opérateurs. Et puis, notre action locale, last but not least, la fibre bien entendu. Donc très rapidement, 4 RIP ou 6000 RIP, je ne vais pas rentrer dans le détail, avec un déploiement de l'ordre de 720 à terme de 720 000 lignes. Le Val d'Oise, qui est, on va dire, fini. On a même dépassé, alors c'est jamais fini, mais on a dépassé parce que les populations continuent de croître, parce qu'il y a un certain nombre de choses, les objectifs de départ. Les Yvelines, qui vont être terminées à la fin de l'année. Et puis 2 gros autres RIP, l'un qui est le Val-de-Loire, qui couvre 2 départements, en fait, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, qui est effectivement en pleine vitesse de croisière, avec en gros de l'ordre de 40 000 nouvelles lignes par trimestre aujourd'hui. Et puis le Maine-et-Loire, et je laisserai la transition là-dessus, le Maine-et-Loire ou l'Anjou, donc avec notre société filiale qui est Anjou Fibre, à ne pas confondre avec Anjou numérique qui est effectivement le SMO, mais même moi je fais de temps en temps ça me rassure parce que la confusion. Pas mal de fois. Donc de temps en temps vous devez voir dans les programmes IO du Anjou. C'est voilà. Et donc là pareil dans vitesse de croisière, aujourd'hui 40 000 lignes en gros par trimestre, et je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais aujourd'hui très bon taux de commercialisation aussi dans tous ces RIP.
Alors, merci Alain Commis. En plus, ça me fait une superbe transition, n'est-ce pas, avec Bertille Fabre-Chauveau. Donc, vous êtes chef de projet insertion et formation professionnelle d'Anjou Fibre. Et parfois, on fait des petites confusions avec Anjou Numérique. Donc, Anjou Fibre, filiale de TDF. Le micro fonctionne. Vous l'avez éteint. Attendez, ils sont tous allumés déjà. Alors, Bertie, est-ce que vous pourriez déjà nous décrire une ou deux actions dans votre escarcelle professionnelle qui facilitent concrètement l'accès à la formation et à l'emploi, puisque c'est notre thématique de cette année? Oui, oui, tout à fait. Alors, pour atteindre nos objectifs en matière de clause sociale, donc on avait deux objectifs assez forts. Un objectif de 120 000 heures d'insertion sur 25 ans. Et là, en janvier 2022, nous allons atteindre cet objectif. Nous avions un autre objectif de formation professionnelle de 50 000 heures à atteindre en 12 ans, que nous avons atteint. Et nous sommes aujourd'hui à près de 60 000 heures. Alors, ça représente en matière d'insertion près de 250 personnes qui ont bénéficié d'un contrat de travail. Et en matière de formation, on est à plus de 150 personnes aujourd'hui qui ont été formées sur nos centres de formation. Alors, comment on y est arrivé? On est arrivé en dotant le territoire, en dotant tous les territoires de 3 centres de formation professionnelle qui sont exclusivement dédiés au métier de la fibre optique. Donc, ça nous permet de professionnaliser tous nos futurs collaborateurs. Deuxièmement, nous avons doté aussi le projet d'un fonds d'insertion de 3 600 000 euros qui permettent de participer à la levée des freins périphériques à la formation et à l'emploi en complément des dispositifs existants, comme par exemple l'hébergement et la mobilité des apprenants qui viennent souvent de distances assez importantes pour venir se faire former. Le troisième moyen, qui est un dispositif que nous avons conçu, qui est le Pass Fibre, qui est en fait notre outil de sourcing et de recrutement, qui nous permet qui est une clé d'entrée obligatoire pour entrer en parcours de formation et d'emploi, et qui s'exprime par une journée d'expérimentation en situation d'apprentissage et en situation réelle de travail sur l'un de nos 3 sites de formation. Ce Pass-Fibre-là est à destination de 3 populations. La première population, ce sont les mobilisateurs. Dans les mobilisateurs, nous mettons les prescripteurs, que nous connaissons tous, qui sont la mission locale, le pôle emploi, qui peuvent être aussi une structure de l'insertion pour l'activité économique, ou toute structure, association qui accompagne une personne en recherche d'emploi, mais en situation de fragilité. Et puis, les autres, qui ne sont pas prescripteurs, ce sont les élus. Les élus qui sont tout au quotidien en lien avec des personnes en recherche d'emploi. Exactement. Et du coup, ce Pass-Fibre-là, donc ça c'est la première population, elle, qu'est-ce qu'elle fait? On les invite sur les centres de formation à pouvoir venir découvrir notre métier, à pouvoir le comprendre, à pouvoir le tester, expérimenter le métier de la fibre optique. Excusez-moi, c'est quoi les premières réactions? Les gens que vous avez vu en bénéficier, quelles sont leurs réactions? Ils trouvent ça très surprenant, compliqué Alors, ça permet aux mobilisateurs, donc à l'ensemble mobilisateur, de comprendre le métier, de se dire qu'en fait, on avait une méconnaissance du métier, donc ils apprennent à mieux l'appréhender, à comprendre qu'il faut des aptitudes et des capacités pour pouvoir permettre à un public d'accéder, d'intégrer le parcours et d'accéder à l'emploi. Donc, c'est plutôt positif. Les mobilisateurs se disent finalement, on a compris ce que vous recherchez et on va mieux cibler. Parce qu'aujourd'hui, il faut rendre quand même le sourcing aussi assez pertinent et il faut permettre aux mobilisateurs de comprendre notre métier pour qu'après, ils puissent nous orienter des publics qui sont en adéquation avec ce que nous recherchons. La deuxième population, ce sont donc les publics. Donc, ce sont ces candidats-là qui vont nous être orientés par les mobilisateurs, qui vont à leur tour venir tester le métier de la fibre optique, découvrir l'environnement pédagogique, ce qui est important pour eux aussi, et aussi pouvoir, à la fin de la journée, s'auto-évaluer et se dire j'y vais ou j'y vais pas. Donc ça les rend vraiment acteurs de leur projet. Et la troisième population, c'est bien nous, Anjou Fibre et nos entreprises partenaires. Ça permet de sécuriser notre recrutement. Alors, en matière de profils, les profils que nous avons sont majoritairement des jeunes. Il y a 3 types de profils qui se dégagent. Donc, on a les jeunes, on a les bénéficiaires du RSA, et puis on a tous les salariés issus de l'insertion par activité économique. Alors, sur les chiffres du Pass Fibre, nous avons
107 personnes qui ont participé à 24 journées Passifre déjà. Et sur ces 107 personnes, nous avons 55 personnes à la fin de la journée qui ont dit bah, je valide le projet, j'y vais, je participe à une formation. Et nous avons 28 aujourd'hui qui sont en emploi. Ah oui, donc ça c'est pour le bilan. Du passif. Voilà, c'est ça. Jérôme Pinson, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes maire délégué d'Echemiré. Qu'est-ce que les centres de formation TDF, puisqu'EDF propose des centres de formation, qu'est-ce que ça apporte au territoire, et puis en particulier au vôtre? Non, je dirais une des 15 communes de la commune nouvelle de Beaugency. Déjà, ça répondait à un besoin de former une main-d'œuvre pour le déploiement de la fibre et une main-d'œuvre qu'on allait pouvoir recruter localement et sur le territoire et à proximité des territoires. C'est également un message fort pour les élus et pour les acteurs locaux. On sait très bien qu'aujourd'hui, pour que l'entreprise se développe ou pour faire venir l'entreprise sur des territoires ruraux, sans la fibre, ça devient un petit peu compliqué. C'est un petit peu la guerre entre les territoires. Et enfin, ça a aussi rassuré les habitants, c'est-à-dire qu'on peut être un territoire rural et attractif. Et qu'on s'occupe d'eux. Il y a cette idée-là qu'on prend soin de nous, qui est très importante. C'est pas que en ville. Donc voilà, ça a permis effectivement de montrer qu'une commune rurale pouvait être attractive et dynamique. Alors, est-ce que sur vous, votre commune d'Echemiré, est-ce que ça a déclenché des opportunités pour certaines personnes qui étaient peut-être très éloignées de l'emploi? Oui, effectivement, le pass fibre qui consiste en une demi-journée avec une initiation en 4 ateliers. Effectivement, le déploiement de le déploiement de la fibre avec les câbles, la soudure des câbles, la mise en sécurité des chantiers, et puis le rencontrer des professionnels et visiter le centre de formation. Ce qui a été intéressant, c'est qu'effectivement, c'est pour le public des clauses sociales, on sait très bien que plus ils sont éloignés de l'emploi, plus on manque de confiance, plus on est dans le dénigrement On n'ose pas y aller quand on est chômeur de longue durée. Souvent, on n'ose même plus se présenter. Donc, avant même de créer de l'emploi, c'était déjà intéressant qu'ils sachent, qu'ils soient dans le savoir-faire, ce qu'ils savent faire. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et puis ensuite, finalement, s'il y avait quelques difficultés avec les différents prescripteurs, les structures d'insertion, les missions locales, on a pu mettre en place des stratégies. Pour remédier à certaines difficultés. Et parfois, les problèmes de soudure, c'était juste. Parfois, pour les problèmes de soudure, c'était juste un problème de vue et de lunettes. Parfois, c'était juste d'être daltonien. Donc, on a pu élaborer des stratégies communes pour remédier à ces difficultés, et donc de permettre à ces personnes au moins de retourner en formation et ensuite de recréer un emploi, comme Bertil l'a dit. Donc, par capillarité, ça crée aussi d'autres choses, c'est-à-dire ça permet d'identifier peut-être certains problèmes de santé qui étaient complètement passés au travers des mailles. Alors, merci beaucoup, Jérôme Pinson. Je suis désolée, je dois aller accélérer. Je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que nous ouvrons d'autres journées passives à la rentrée et nous allons dupliquer notre dispositif sur un autre territoire, celui du Val-de-Loire. Val-de-Loire, d'accord. Ça sera votre prochain chantier. Oui. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Alain Comely, merci Bertille Fabre-Chauveau, que j'ai réveillé hier soir en passant un coup de fil devant la porte de sa chambre. Pardon, je ne savais pas que c'était vous. Jérôme Pinson, maire délégué d'Echemiré, merci. Je vais tout de suite demander à Christophe Houtier, à Audrey Briand de me rejoindre. Alors, on parle beaucoup de la fibre, c'est la thématique. Et pour les impatients et ceux qui râlent et ceux qui n'ont pas encore la fibre, qui grognent et qui ne sont pas contents, sachez qu'il existe des solutions alternatives et entre autres le satellite. Oui, c'est super. Écoutez, le photographe il dit que c'est super, donc je pense que c'est génial. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Mourad. Alors, vous allez nous parler, Christophe Houtier, donc de Neosat, le nouveau satellite THD Made in France de Nornet, proposé par Nornet. Vous, Christophe Houtier, vous êtes un habitué de Ruralytique. Donc là, c'est la 16e édition. Vous êtes directeur du développement et des affaires externes de Nornet. Bon, Nornet, filiale du groupe Orange, vous êtes fournisseur d'accès Internet depuis 25 ans, déjà. Seulement, voilà. Et vous proposez des solutions alternatives et de connexions variées. Et là, cette année, votre actu 2021, c'est que vous proposez une nouvelle offre de connexion par satellite. Comment ça marche et qu'est-ce que c'est? Bonjour Isabelle, bonjour Audrey, bonjour à toutes et tous. Comment ça marche l'Internet par satellite? C'est vrai que ça fait quelques éditions qu'on en parle. 2008 déjà, nous lancions les premières connexions d'accès Internet par satellite. Et puis, la raison d'être de Nornet a demeuré celle de
fournir du très haut débit là où les réseaux terrestres n'assurent pas un débit suffisant, un débit suffisamment confortable. Et notre actualité, oui, cette année, eh bien, c'est simplement d'avoir lancé au printemps notre toute nouvelle offre Internet très haut débit par satellite qu'on a baptisée Neosat. Et Neosat, c'est tout simplement de l'Internet jusqu'à 100 mégas aujourd'hui, du téléphone et de la télévision. On en parlera. Et un accès évidemment illimité à l'Internet, un tarif qui reste abordable parce que toujours à moins de 40 € par mois. Donc je suis ravi d'être à vos côtés pour en parler aujourd'hui. De même, en sachant que Christophe Houtier et moi-même, on s'était déjà vu sur une table ronde en Bourgogne sur les connexions alternatives il y a 3 ans. Donc arrêtez de me suivre, Christophe Houtier, c'est pénible. Alors, les critères d'éligibilité pour le satellite, est-ce que si je suis en zone de montagne, en zone enclavée, est-ce que je peux en bénéficier aussi? Neosat est disponible partout, partout en France métropolitaine. Il suffit d'installer la parabole. Et puis, cette parabole, elle permet d'établir une connexion avec un satellite géostationnaire, un satellite de nouvelle génération, un satellite Made in France, dont Audrey vous parlera évidemment, parce que c'est un satellite qui a été commandé par Eutelsat, construit par Thales, et mise en orbite par Ariane Espace depuis Kourou, en Guyane française, avec son lanceur Ariane 5. Donc on est sur du satellite... oui, il faut le dire, on est très, très, très satisfait, très fier de pouvoir déployer cette offre au travers de ce nouveau satellite qui nous apporte finalement des débits 50 fois supérieurs à ceux de nos premières offres en 2008. Donc il y a de ça quelques années. Alors, merci beaucoup. Audrey Briand, bonjour, merci d'être avec nous. Audrey, vous êtes responsable des relations institutionnelles France pour Eutelsat et vous êtes, c'est vous qui fournissez le satellite à Nornet avec cette offre Neosat. Alors, on vient de voir avec Nornet que l'Internet par satellite fait sa révolution. Eutelsat, vous êtes l'opérateur satellitaire qui avait lancé ce satellite qui s'appelle Connect. C'est bien ça, c'est son nom. Alors, vous fournissez de l'Internet à très haut débit et vous êtes aussi un... Alors, dites juste Connect, comment ça marche pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il a de spécial ce satellite. Déjà. Comment ça marche et surtout quelle est la suite, parce que quelque part la révolution qui est amorcée aujourd'hui par le satellite Connect, dont Christophe disait que ça fait effectivement quelques éditions qu'on annonce, on annonce ce satellite. L'histoire d'un satellite, c'est entre la commande, la mise en orbite et la mise en service, ça peut prendre quelques années. C'est ça. C'est des technologies de pointe et effectivement, ça prend du temps. Donc là, on est très fiers cette année de pouvoir dire que les offres, elles sont, ça y est, elles sont sur la table, elles sont disponibles. C'est Neosat qui les propose sur le territoire français. Et on en est très heureux. Mais cette révolution qui s'est amorcée avec ce satellite Connect, elle va se poursuivre. Elle va se poursuivre avec un autre satellite qui arrive tout juste derrière, donc qui sera lancé en 2022, dès l'année prochaine. Et ensuite, il y a un délai à peu près de 6 mois pour que ce service, 4 à 6 mois pour que ce service soit mis en service. Et nous sommes aussi très, très satisfaits de savoir que avec les offres Neosat, ce sera une capacité supplémentaire puisqu'un accord a déjà été trouvé dès 2018 avec l'opérateur Orange et Nornet pour sa distribution donc sur le territoire français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces offres qui sont proposées aujourd'hui, jusqu'à 100 mégabits par seconde en illimité, elles profiteront à toujours plus de Français parce que nous sommes absolument convaincus que d'ici encore les prochaines années, on parle beaucoup de la fibre. Je crois qu'il reste 17 millions de foyers à couvrir. Et même si on ne regarde que les 1, 2, 3% qui seront faits tout à la fin, il y a encore de longues années avant que tout le monde puisse bénéficier de la fibre. Et c'est pour ça que cette solution, elle a cet atout qu'elle est la seule à avoir, je crois, d'être disponible immédiatement. C'est-à-dire qu'il suffit de souscrire et en quelques jours, on a le satellite. Alors, juste un petit mot peut-être sur le fameux satellite Connect. Je suis curieuse, j'ai envie de savoir. Connect, qui donc a été lancé, le Connect VHTS qui arrive en 2022. Ce sera tout simplement à date le plus gros satellite de télécommunication jamais lancé au monde. Donc, ce sont des satellites dits géostationnaires, c'est-à-dire qu'ils sont à 36 000 km environ au-dessus de nos têtes. Ce sont des satellites très capacitaires et très lourds. Donc c'était déjà le cas de Connect, mais là le Connect VHTS, lui, il fera jusqu'à 8 tonnes, qui seront mis en orbite là aussi en cocorico. On sera sur du Made in France de bout en bout. Français, vive le Made in France. On a une filière spatiale absolument remarquable et on peut effectivement s'en féliciter. On parlait de la jeunesse tout à l'heure, c'est aussi des métiers sur lesquels effectivement en France et de manière plus générale en Europe, il y a évidemment de beaux challenges à relever. Donc ce sera du 100% Made in France si l'on peut dire.
Alors ce très gros satellite, il a été fabriqué pour la partie charge utile du satellite, c'est-à-dire un peu l'intelligence du satellite télécom à Toulouse, dans les usines de Thales Alenia Space. Il a pris, je dirais, la route des vacances là il y a 15 jours, c'était début août, lui aussi, dans un convoi assez exceptionnel qu'on a rarement vu, parce que comme je vous disais, tout est surdimensionné dans ce satellite. Donc, c'est gros comment? Alors, comme, là, si on prend par exemple, je sais pas moi, à l'échelle de la salle, c'est gros comme, je sais pas, la moitié de la salle, un quart. Alors après, tout dépend si on parle du satellite ou du satellite une fois qu'il est déployé avec ses panneaux solaires, qu'il a évidemment une envergure qui peut faire plusieurs dizaines de mètres. Oui, une fois construit, ce sera la partie uniquement satellitaire, je crois, pas loin d'une dizaine de mètres en hauteur, ce qui est considérable pour un satellite. Voilà, 8 tonnes, c'est effectivement très important. Donc ce satellite, il a pris la route des vacances parce que ce que je disais, donc il est parti de Toulouse, il est arrivé à Cannes il y a une quinzaine de jours, dans un convoi assez exceptionnel. Et puis son dernier voyage, ce sera pour la base de Kourou, puisqu'il sera ensuite lancé évidemment par Ariane. Voilà, donc simplement pour dire que la solution géostationnaire, parce qu'on entend beaucoup parler de spatial, c'est un peu d'actualité, et de l'internet par satellite notamment, vu de Telsat, c'est pour nous la solution la plus efficace, certainement la mieux maîtrisée, la plus robuste, et puis surtout elle a cet avantage, c'est qu'elle est accessible à un coût, c'est une solution très peu onéreuse aujourd'hui pour les foyers et les petites entreprises, hein, on parle de par la place Mornet, mais moins de 40 € par mois pour l'offre qui est proposée aujourd'hui. Donc on est complètement sur des tarifs alignés par rapport à ce qui se fait dans les solutions terrestres, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres solutions qui peuvent exister ou qui arrivent sur le marché. Alors peut-être, je peux me permettre juste de faire une petite aparté en prolongement de ce que je viens de dire sur le géostationnaire. Il est important quand même de préciser que Telsat ne se désintéresse pas donc de l'orbite basse, qui est ces projets de constellation dont on entend beaucoup parler par notamment des acteurs américains, puisque effectivement l'avenir pour nous aussi au Telsat, c'est cette orbite basse, mais pour adresser des besoins, je dirais, plus spécifiques qui nécessitent une moindre latence, puisque ces satellites beaucoup plus petits sont beaucoup plus proches de la Terre, et donc pour des usages très particuliers, et notamment on peut penser au développement de l'Internet des objets, connexion maritime, les fameux IoT dont on parle assez souvent sur des. Tout à fait, qui peuvent nécessiter effectivement des temps de latence très 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 courts. On pense effectivement qu'il est important aussi d'être présent sur cette orbite basse, et c'est pourquoi on a rejoint en avril dernier, certains l'auront peut-être suivi, la constellation de satellites OneWeb, qui est aussi à la fois détenue par l'État britannique et puis un opérateur indien qui s'appelle Bharti, bien connu dans les télécoms. Alors, ça reste des satellites construits par Airbus, mais effectivement, comme je le disais, ce sont des satellites beaucoup plus petits, c'est 150 kg, par contre, il faut en envoyer beaucoup, et tout autour de la Terre, pour avoir une connexion véritablement mondiale. Et donc, le week-end dernier, il y a 34 satellites qui ont été mis en orbite pour cette nouvelle constellation OneWeb, qui avance assez rapidement. Audrey Brion, merci beaucoup pour cet éclairage. En plus, je trouve que les satellites, c'est un sujet passionnant. On n'a pas le temps de développer. Christophe Autier, pour les gens qui sont dans la salle, mais aussi ceux qui nous regardent et qui nous écoutent en streaming, qu'est-ce qu'on doit faire si on est intéressé par l'offre Neosat? Si vous êtes en streaming, ne zappez pas, déjà, restez avec nous. Globalement, prendre connaissance de cette offre, parce qu'elle est disponible partout en France. Après quelques mois de commercialisation, on se réjouit d'avoir déjà raccordé 5000 foyers et petites entreprises au travers de la solution Neosat. Pour s'y intéresser, un seul site, neosat.fr. Cette solution, les témoignages qu'on a de nos clients, c'est le premier effet, l'effet waouh. 97, 98, 94 mégas, 100 mégas sur ma connexion, c'est quand même assez surprenant au travers de cette parabole. Et il y a cet effet waouh. Le deuxième effet, c'est qu'effectivement, la solution est éprouvée, elle se révèle robuste, et puis la satisfaction client est au rendez-vous. Clairement, les gens me disent, je me divertis, je me forme, évidemment, je télétravaille au travers de cette solution. Donc, rendez-vous sur neosat.fr pour en savoir plus, évidemment, pour y découvrir nos offres, mais aussi pour avoir de bonnes surprises. De bonnes surprises, elles sont de deux natures. La première, c'est qu'il est possible, selon votre localisation géographique, si vous êtes mal desservi par les réseaux filaires, eh bien, de bénéficier
d'une aide financière d'État qui va venir minorer le coût de raccordement au satellite. Jusqu'à 150 €, c'est ça? Exactement. 150 € de remise immédiate qui sont effectivement financés par le dispositif de cohésion numérique des territoires qui est porté par l'État et le gouvernement. Donc nos offres sont évidemment labellisées à ce dispositif. Donc ça, c'est la première bonne surprise. Et puis, la seconde bonne surprise, il fallait que je fasse ce clin d'œil à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a décidé, et je le salue encore, il y a quelques mois, eh bien, de mettre en place un dispositif, je veux dire complémentaire à celui de l'État, parce que dans plus de 2500 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, la région et les départements ont décidé de financer l'achat de la parabole et son installation par un professionnel. Donc, il en coûte finalement quasi 0 € en frais d'équipement et frais de raccordement pour quelqu'un de la région qui serait mal desservi par les réseaux, qu'il s'agisse de réseaux terrestres, dirons-nous. Merci beaucoup, Christophe Foutier de Nordnet. En plus, je rappelle que vous êtes présent sur l'espace Lab partenaire pour les gens qui veulent en savoir plus. Audrey, merci infiniment. Je vais vous demander de regagner vos places et s'il vous plaît, je voudrais demander à monsieur